Est-ce que l'escalade est désormais inévitable ? Oui, je pense que le vrai risque désormais, c'est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui non seulement, comme beaucoup de guerres, mobilise l'énergie militaire d'un pays, mais également en fait toutes les énergies du pays, les énergies économiques, les énergies intellectuelles, les énergies humaines. Et c'est, je pense, le principal risque pour cette zone, mais pour le monde entier en réalité. Vous êtes inquiète? Que peut faire la France? Je suis très inquiète et surtout, je suis encore plus inquiète parce que je vois que la France, en fait, n'a plus une parole qui a du poids dans cette zone. Enfin, moi, en début de semaine, on a quand même le ministre des Affaires étrangères, le nouveau ministre, qui va là-bas, qui a une parole solennelle. Il dit, je cite, il exhorte Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre. Et il apprend que cette incursion terrestre a lieu dans l'avion même de son trajet retour. Et donc, je vais vous dire, c'est très symptomatique de tout le poids qu'a pu perdre la France. Et moi, depuis le début voilà, de l'incursion terrestre, pour le coup, à Gaza, ce qu'on disait, c'est que les réactions soit timides, soit assez incompréhensibles de la France ont fait qu'elle est devenue inaudible dans la zone. Sa parole n'est plus respectée, elle n'a plus de poids. Et donc, on s'est privé d'un moyen d'action, alors qu'il fut un temps où la France avait une voix singulière sur le plan international, et ça marchait. Je pense que le président de la République et le précédent ministre des Affaires étrangères n'ont pas su faire porter la voix de la France au moment où ça comptait, et que, vous savez, une fois que vous avez perdu toute crédibilité et tout poids, c'est très très dur à retrouver. C'était une construction diplomatique qui avait mis des décennies à se construire. Quand on voit comment le corps diplomatique, notamment, a été traité par ce gouvernement comme, en fait, l'entièreté de la fonction publique, il ne faut pas s'étonner que ça ait des répercussions très concrètes et très graves. Pour le coup, c'est un exemple assez sidérant. Ouais. Christelle ? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du président de la République sur ce conflit? Est-ce que vous en attendez quelque chose ou pas? Très particulières depuis un an qui ne sont pas vues, qui ne sont pas venues. On a fait des réunions des chefs de parti sur le sujet, et puis de manière générale, vous vous rappelez des rencontres de Saint-Denis où il y avait une partie internationale. Quand j'entends la France dire « mais oui, mais nous sommes une solution pour une solution à deux États », ce qui est la position historique de la France, et pas que de la France, mais refuse de reconnaître l'un des deux États. C'est complètement hypocrite. Vous voulez une solution à deux États, mais il y a un de deux États que vous ne reconnaissez pas. Là où plein de pays du monde ont fait un pas. Quand je demandais une chose infime, l'entrée des inspecteurs de la Cour pénale internationale dans Gaza, pour que la vérité existe un jour. Alors vous pouvez me dire, c'est dans 20 ans, c'est pas tout de suite, sauf que le fait même qu'il soit su qu'il y ait des inspecteurs dans la bande de Gaza protège un peu tout le monde, parce que vous savez que vous êtes sous surveillance, il peut pas y avoir d'impunité dans les bombardements, dans les exactions, dans le choix des cibles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je le demande. C'est un truc pas compliqué. Je lui demande pas d'être particulièrement héroïque, je sais qu'il ne le sera pas. Je lui demande un truc simple, que la France dise: est-ce que la Cour pénale internationale, dont elle est l'un des principaux financeurs, peut envoyer des inspecteurs à la bande de Gaza? Par l'autorisation, même ça, ils ne savent pas le faire. Aujourd'hui, l'Iran est rentré dans de ne pas attendre grand-chose. Aujourd'hui, l'Iran est rentré dans le conflit. Pardon? Ce qui s'est passé hier dans les... Oui, une question sur les députés de gauche. Lorsque Michel Barnier cite les otages qui sont toujours retenus par le Hamas, une partie de la gauche n'a pas applaudi. Pour quelle raison? Moi, j'ai entendu sur la partie conflit israélo-palestinien de son discours beaucoup d'applaudissements, au contraire, et de tous les bancs. Et de tous les bancs. Sur les otages, moi j'étais là, certains... Oui, alors après, vous savez, c'est un conflit qui crispe tout le monde. C'est une ligne de fracture mondiale qui traverse toute la société. Et moi, c'est très douloureux pour moi parce que je trouve que c'est un sujet dont on a du mal à parler sereinement. Et donc, je regrette quand on n'est pas capable de mettre de mesures, ce que je pense je viens de faire dans ma réponse. Mais j'ai aussi constaté que M. Barnier, c'est l'un des seuls moments de tout son discours sur lequel il a été applaudi, y compris par la gauche. On va parler du discours de Michel Barnier. Est-ce que vous y voyez plus clair sur sa ligne maintenant? Alors, j'aurais aimé voir plus clair parce que j'aurais vu plus clair, mais en fait, à chaque fois que ça s'éclaircit, ça me rassure absolument pas. Donc, je suis à un point là où je pense, comme beaucoup de Français, je suis pas sûre de vouloir en savoir beaucoup plus. Franchement, c'est triste, quoi, ce qui est en train de se passer. Pourquoi? C'est triste parce que déjà, pour moi, la politique doit être inspirante de manière générale. C'est un truc qui a réussi à remobiliser les gens là en juin-juillet. Ils sont allés revoter les Français comme jamais ils l'avaient fait depuis les années 80. Et je m'étais dit, chouette, un élan. Ça donne envie. Il y a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de la joie, il y a de l'espoir. Et là, j'ai écouté Michel Barnier 12 semaines après... hier, et alors franchement, j'ai perçu aucun des qualificatifs que je viens d'employer. J'ai perçu de la morosité, en fait. Et ce que je trouve dingue, moi ça me déprime profondément, c'est qu'on en vient à se réjouir de trucs, genre par exemple il a dit que l'état de droit c'était important,
C'est un truc vraiment de base, de la base, de la base. Et on est là, ah, c'est bon, l'état de droit, c'est important. Parce qu'il a quand même un ministre de l'Intérieur qui a remis en cause cette notion même. Et donc, on est tellement dans une escalade du pire que quand il dit un truc normal, on dit, ah, c'est bon, l'état de droit, bon, ça, c'est bon. Bah, super, les gars, super. Et puis, quand il a dit... j'ai l'impression qu'on trouve qu'il est modérément réactionnaire, en fait. Et alors, modérément réactionnaire, bon, comme c'est modéré, on se dit que ça pourrait être pire. Et ouais, on est tombé, vous savez, on dit parfois tout est relatif et on s'attend tellement à des trucs horribles, genre Jordan Bardella à Matignon, que quand c'est Michel Barnier, on dit bon, bah voilà. Et en fait, on a perdu toute ambition à faire des choses positives qui donnent de l'élan, du souffle au pays. Et le nouveau Front Populaire, c'était ça quand même. Et moi, quand je regarde Michel Barnier, j'ai en tête le discours qu'aurait pu faire Lucie Castet ou d'autres du nouveau Front Populaire, qui auraient donné de l'espoir aux Français. Ils se seraient dit, ah bah ça va changer ma vie, ça c'est concret. Moi hier, franchement, j'ai pas compris grand-chose. Et ce que j'ai compris, ça m'a pas beaucoup réjoui. Enfin, quand on a un Premier ministre de la France qui passe plus de temps et beaucoup plus concret sur les prisons que sur l'école, bah ouais, je m'inquiète. Sur l'école, le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il allait appeler des retraités. Bon, d'ailleurs, comme dans les hôpitaux. Enfin, c'est quand même un projet très ambitieux. Il a redit que ce serait une priorité. Hein. Et je n'ai rien compris ce qu'il allait faire de nouveau pour l'école, rien d'inspirant. Par contre, j'ai trouvé qu'il était très inspiré, dans le sens contraire à mes valeurs, sur les prisons. Alors là, les prisons, il sait exactement ce qu'il va faire. On va faire plus de places. D'ailleurs, les 10 dernières années, les 30 dernières années même, on a vu qu'à chaque fois qu'on ouvrait des places en prison, c'était pas pour mieux accueillir, c'était pour plus accueillir. Et donc, voilà, c'est une impasse. On est dans une impasse, on continue à avancer devant, mais il y a un mur au bout. Donc, mais considérant les tensions qui traversent l'hémicycle aujourd'hui, est-ce qu'il avait le choix de faire un discours? Est-ce qu'il pouvait faire un discours offensif? On voit bien qu'il est resté très modéré sur tous les sujets. Il n'a été hué par personne, pas même par les bancs de la gauche. Par Marine Le Pen, c'est notable. Mais enfin, il a eu son sucre. L'hémicycle est resté calme hier. Est-ce que c'est pas ça sa victoire finalement? Bah, c'est marrant parce que vous faut voir quand même l'ambiguïté de vos questions. Vous me dites l'hémicycle est resté calme hier, c'est sa victoire, et vous venez de me dire il a été sifflé, c'est anormal. Puis après vous allez me faire le coup de la carte d'électeur des Insoumis en disant qu'ils ont perturbé la séance. Non, je n'ai pas dit qu'ils avaient été sifflés. Juste une petite parenthèse, vous approuvez ce qu'ont fait les Insoumis? C'est pas mes méthodes. Après, franchement, le symbole il est clair et je pense qu'il parle à beaucoup de Français. Donc voilà, est-ce que c'est ce que moi... Mais est-ce que la méthode, elle parle à beaucoup de Français? Est-ce que c'est ce qu'attendent les Français? Je pense qu'il y a des Français qui ont envie pas de la montrer, la carte d'électeur, mais de l'acheter et de plus l'utiliser beaucoup. Donc vous voyez, c'est un problème quand même. Mais ils ont envie de ce chahut, de cette bordélisation de l'Assemblée? Je pense qu'on leur a beaucoup reproché. Ils n'ont pas regardé hier le débat de politique générale de M. Barnier parce qu'ils n'en attendent rien, malheureusement. Christelle. Avant d'entrer sur le fond des sujets, sur la méthode, qu'est-ce que vous en pensez? Il a parlé de dialogue, il a parlé de concertation. Est-ce que ça, au moins, ça a votre assentiment? Ça aurait été notre méthode, évidemment, mais moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est la lenteur. Ce gouvernement, en fait, est une éloge de la lenteur. Il a mis 12 semaines à se constituer après les élections législatives. On est là 3 semaines quasiment après la nomination de M. Barnier. On n'a toujours pas bien compris ce qu'il allait faire, notamment sur le plan budgétaire, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Moi, j'y vois pas clair du tout sur ce qu'il va faire et sur comment il va le faire. Et prenons notre temps, il est urgent d'attendre. Et donc, sur l'eau, qui est un sujet hyper urgent pour l'été prochain, il va faire une conférence. Alors, c'est une conférence pour agir, attention, hein, c'est pas une conférence pour faire une conférence. On est très rassurés. Voilà, il annonce des trucs. Moi, je n'ai pas compris. Mais c'est pas intéressant, une conférence sur l'eau? Mais je m'en fous des conférences, moi. Je veux de l'eau dans le robinet de toutes les communes de France. C'est pas le cas aujourd'hui. Je veux de l'eau non polluée dans mon robinet à Hénin-Beaumont. Est-ce qu'il ne faut pas réunir tous les acteurs pour en parler et voir comment on fait? J'habite dans un endroit où, si je suis enceinte, j'ai pas le droit de boire l'eau du robinet. Par arrêté préfectoral. Moi, j'ai envie de boire l'eau de mon robinet. Voilà. Et je n'ai pas envie que Michel Barnier organise des conférences. J'ai envie qu'il agisse. Les solutions, on les connaît. Donc, en fait, s'il met 12 semaines à être nommé, 3 semaines à faire un gouvernement, 1 semaine à annoncer des trucs, on ne comprend rien, et le seul truc qu'on comprend, c'est qu'il va faire des conférences, je suis désolée, c'est absolument pas à la hauteur de l'urgence environnementale, sociale, démocratique. Mais qu'il a mis tout en haut de son discours. Il a dit, j'ai une double exigence, c'est de réduire la double dette, la dette écologique et la dette fiscale. Bon, la dette écologique... Et vous y avez cru ? Non, mais je vous pose la question. Moi, la dette écologique, il en a parlé. Il en a longuement parlé de l'écologie au début de son discours. C'est un PM écolo. Mais attendez, on n'est pas là pour faire des exposés de terminale, en fait.
Donc, non, mais il était là pour définir une ligne. Vous êtes écologiste. Ah bah vous allez définir. Peut-être que c'est moi qui suis bête. Donc au début, si vous avez compris sa ligne, vous allez m'expliquer. Quand il dit il y a une autre épée de Damoclès, un peu le sujet, je n'ai rien compris. Quand il dit il y a une autre épée de Damoclès, c'est celle de la dette écologique. Et donc, ça a dû vous parler quand même. Et donc, mais c'est pas un bon signal qu'il a envoyé pour vous. Et donc c'est quoi sa ligne? Ah ben après, vous avez mieux compris que moi. Non, ben c'est pas que j'ai mieux compris, mais c'est qu'il a quand même exposé plusieurs mesures, en tout cas plusieurs lignes. Et donc, plusieurs lignes. Mais oui, quand il dit qu'il faut décarboner les usines, il faut relancer le nucléaire. Bon, ça, j'imagine que ça va pas forcément vous plaire. Et le groupe EPR, les énergies symboliques, applaudissait. Les énergies renouvelables. Il en a parlé des énergies renouvelables. Il a parlé de la biomasse. Il en a parlé, il a dit quoi sur les éoliennes? Il a dit qu'il allait prendre en compte l'impact des éoliennes. Vous comprenez quoi quand il dit ça? Vous comprenez qu'il va en faire plus, qui interprétez comme vous voulez. Non, mais attendez, quand il dit décarbonation des usines, je crois à une écologie des solutions. Tout ça, ça vous parle pas? Je vais vous sauver de votre explication parce que vous n'arriverez pas à sauver M. Barnier avec votre explication. Moi, je cherche pas à le sauver. M. Barnier, je vous demande juste si ça vous parle. Il parle de dette écologique. Alors certes, la dette écologique, c'est quand on se tourne vers le passé, on dit ah ben on a une dette, ok. Puis on regarde vers l'avenir, on va encore en laisser une plus importante. Ok, on est d'accord sur ce constat-là. Ensuite, il a enfilé des perles. Et en fait, l'écologie, c'est pas faire un collier de perles. On n'en est plus là depuis bien longtemps. Alors peut-être que dans les années 90, quand il était ministre de l'Environnement, dire « attention, il y a le changement climatique », c'était révolutionnaire. Mais 30 ans après, ce qu'il faut, c'est de l'action. Et quand il prône une écologie des solutions, il a prôné une écologie des solutions. Sauf que ces solutions sont des problèmes. Moi, un Premier ministre qui se prétend en plus environnementaliste et dont tout le monde me dit sur les plateaux, vraiment, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage, c'est le Premier ministre le plus environnementaliste de l'histoire de la politique française. Excusez-moi, la barre était quand même pas bien haut. Et donc, je vois ces solutions. Donc, ces solutions, c'est de remettre en question le ZAN, le zéro artificialisation nette, pour construire. Il y a un département qui disparaît français, l'équivalent d'un département de français tous les 10 ans, bétonné. Puis après, il y a des inondations dans le sud. Et quand la ministre de l'Environnement dit c'est à cause de l'artificialisation, levée de bouclier, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Déni total. Le Premier ministre, dans la solution qu'il donne, il dit qu'il faut plus artificialiser. Le Premier ministre, il dit qu'il faut faire du renouvelable et on va prendre en compte l'impact des éoliennes. Moi, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire il y en a trop, n'importe comment, on va en faire moins, puis on va voir. Le Premier ministre, il parle de simplification. À chaque fois qu'il parle de simplification, ne vous trompez pas. Il parle de réduire toutes les normes environnementales, comme Gabriel Attal l'a fait sur l'agriculture. Lui, il va le faire sur tous les projets de construction divers et variés, raccourcir les enquêtes publiques, c'est ça qui se prépare. Je peux vous faire ça sur tous les sujets. Et surtout, moi, je n'oublie pas un truc, c'est le budget. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour faire de la transition écologique. Tout le monde le sait, même Jean Pisani-Ferry, qui a écrit le programme économique de Macron en 2017, l'a compris. Bon, il dit, chaque euro qu'on n'investit pas aujourd'hui pour l'écologie, on le paiera beaucoup plus cher demain. Les économistes, même de droite, ont compris ce qu'on racontait depuis 40 ans. Bon, M. Barnier n'a pas compris. Parce que quand on regarde les lettres de plafond qui ont été envoyées au ministère, vous savez combien ils vont faire d'économies sur l'écologie? C'est l'un des principaux postes d'économie. Ils ont enlevé 1 milliard sur les rénovations thermiques des logements. C'est l'équivalent dans 100 000 à 150 000 logements qui ne seront pas rénovés cette année, soit toute la ville de Lille ou toute la ville de Rennes en équivalent. Ils enlèvent 60% du fonds vert. Le fonds vert, on l'a annoncé en juillet 2022. En disant ça prendra effet en janvier 2023. C'est un accélérateur de transition. Vous allez voir, alors toutes les collectivités savent qu'elles peuvent demander un bout du fonds vert pour faire des projets d'aménagement du territoire, d'adaptation aux conséquences du changement climatique, comme ce qui se passe là avec les inondations dans le sud en ce moment. Et ce fonds vert va être réduit l'année prochaine de 60%. 60%. Alors qu'on ne vienne pas m'expliquer que M. Barnier serait écologiste, qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est moi qui franchement attends trop. Enfin, on est en train de passer à côté de l'enjeu du siècle. Et moi, finalement, je ne vais pas dire je m'y suis résignée, ça jamais, mais je préfère des gens qui officiellement disent qu'ils ne vont rien faire que des gens qui font croire aux Français et à vous qu'ils vont faire quelque chose alors qu'on voit très bien ce qui se prépare. Et moi, je prends le pari. Je prends le pari avec vous, je parie 100 balles, tiens, je suis en train de m'en vouloir d'avance, je parie 100 balles que toutes ces promesses sont des promesses en l'air et que ce sera pire pour l'environnement. Et vous savez quoi? J'espère perdre, mais je crois que je vais m'enrichir. Vous allez rencontrer Michel Barnier? C'est prévu, il m'avait appelé au moment de sa nomination pour proposer un rendez-vous. Moi, je lui avais dit que ça n'avait pas de sens qu'on se voit avant la constitution de son gouvernement parce que manifestement, on n'allait pas y être. C'était évident pour lui et pour moi, ça c'était un point commun. C'était un coup de fil qui a été courtois, par ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir dialoguer. Mais là, vous avez le gouvernement, vous avez le discours politique général, est-ce que vous allez y aller? Pour moi, le respect, c'est pas juste dialoguer sereinement. C'est être respecté dans les promesses qu'on fait et dans l'image qu'on donne de soi. Ce serait ça pour moi le respect. Je suis pas sûre d'être cette mais vous allez y aller? Je vais y aller. Il n'y a pas de date fixée, mais on a préparé surtout ce qu'il faut se mettre à la place d'une secrétaire nationale écologiste. Tous les jours, on reçoit des alertes de citoyens, de scientifiques, de hauts fonctionnaires
qui nous explique ce qui est en train de se passer dans les couloirs. C'est pour ça que ça m'énerve beaucoup quand on me dit « vous allez voir, ça va être fantastique ». On reçoit des alertes aussi de toutes les assos environnementales qui disent « vous savez quoi sur le budget ?» Qui remettent le budget de l'année dernière. On en est à souhaiter le budget de l'année dernière qu'on avait contesté parce qu'on voit que celui-là va être bien. Mais vous regrettez pas? Donc on a compilé toutes ces alertes et on lui apportera, avec évidemment des solutions aussi, et en plus du projet du nouveau Front Populaire, voilà, on aura fait notre rôle de parti politique, de porte-voix de toutes les angoisses, de toutes les alertes, de propositions de solutions. Mais franchement, on n'est pas dupes. Regardez sur quelle majorité il va devoir s'appuyer. Et il est en train de faire des yeux doux à Marine Le Pen. Même c'est les macronistes et la droite, on n'a même pas compris comment il allait faire avec eux. Donc très sincèrement, on n'y croit pas. Nous, on prépare le gouvernement suivant. Et celui-là, il sera écologiste. Alors, il ne vous a pas convaincu sur l'écologie. Est-ce qu'il vous a convaincu sur la fiscalité quand même? Alors, il lance quelques pistes sur les taxations des riches, la revalorisation du SMIC, sur l'ouverture de la réforme des retraites. Est-ce que ces 3 points-là, vous avez un peu d'espoir? Alors, j'ai écouté très attentivement. Premièrement, je n'ai pas trouvé ça extrêmement précis. Vous savez, nous, au Nouveau Front Populaire, on nous a fait des leçons de morale chaque heure sur le fait qu'on n'avait pas encore notre programme, alors que la dissolution avait été prononcée 4 jours avant. En 4 jours, nous avons sorti un programme chiffré. Et sans les moyens de Bercy pour nous aider. 4 jours. Là, ça fait 13 semaines. Et il dit, on ira ponctionner de manière très précise, chirurgicale et exceptionnelle les plus riches. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment et on ne sait pas de combien. On ne sait pas de combien. Il y a le budget qui est présenté la semaine dernière. Il y a le budget qui est présenté la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. La revalorisation du 13 semaines, je n'ai pas de chiffres. Le Nouveau Front Populaire avait donné les chiffres en 4 jours. La revalorisation du SMIC. Les plus grands économistes de ce pays. La revalorisation du SMIC, elle est chiffrée. Ce qu'il dit surtout, il dit on va devoir faire un effort. 1/3 de l'effort pèsera sur les recettes. 2/3 de l'effort sur les dépenses. Les 2/3 d'effort sur les dépenses vont concerner tous les Français. Vous allez voir, ça va être terrible. Par contre, les 1/3 de recettes, là, c'est chirurgical, exceptionnel, temporaire. Mais les baisses de dépenses, il ne vous a pas dit que ça allait être exceptionnel, chirurgical et temporaire. Il fallait que les hausses d'impôts concernent tous les Français pour vous? Non, il fallait que ce soit des vraies mesures. Quand on dit qu'on taxe les super profits, ce n'est pas pour un an, c'est tant qu'ils existent. Quand on dit qu'on va rétablir l'ISF, c'est pour toujours, c'est pas une année exceptionnelle. Parce que les baisses de dépenses, 2/3 de l'effort demandé aux Français, qui va peser sur tous les Français, ça va pas être du tout exceptionnel. Excusez-moi, mais ça va pas être du tout ciblé, ça va pas être temporaire. Et ça, je veux que chacun s'en rende compte, je l'ai pas entendu beaucoup depuis hier. Et pour répondre à votre question sur la hausse du SMIC, ah bah oui, il va augmenter le SMIC de 2%, ce qui était prévu en janvier. Donc il va le faire avec 3 mois d'avance. On prend, tout ce qu'on peut prendre, on prend. Mais c'est incomparable avec ce que nous, on aurait fait. Et nous, on l'aurait fait dès le mois de juillet, par décret, ce dont Macron a voulu nous empêcher. Sur les hausses d'impôts, s'il avait proposé ce que vous dites, vous l'auriez soutenu? Parce qu'aujourd'hui, si il propose ce qu'il fait, c'est parce qu'il est soutenu par la droite. C'est que vous prenez le problème à l'envers. C'est parce qu'on sait qu'il ne le fera pas que depuis le début, on ne le soutient pas. Écoutez, nous, vous voyez, on nous a fait toutes les leçons de morale possibles. C'est la vie, c'est le jeu, c'est pas grave. Mais on avait une majorité qui était solide et cohérente. On savait ce qu'on allait faire et c'était transparent. On l'a vu aux électeurs, quand ils mettaient notre bulletin dans l'urne, ils savaient il y avait quel logo sur la future majorité et ils savaient pourquoi faire. Là, on a un gouvernement qui, pendant 3 semaines, ils se sont posé la question de qui. Et une fois seulement qu'ils ont été nommés, ils se sont dit, alors maintenant, comment on va faire? Ils sont en train de s'écharper publiquement par presse interposée. Il faut leur lire les interviews quand même dans la presse. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou pas. Sur un truc aussi important. Si la gauche avait accepté d'entrer au gouvernement, est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire évoluer les lignes, et notamment sur la fiscalité? Enfin, moi, je vais finir vraiment par m'énerver si on essaye de faire croire par vos questions aux Français que le problème, c'est nous. Vous pensez vraiment que M. Barnier, M. Attal, M. Gérald Darmanin, il a dit si vous augmentez les impôts, je me casse du macronisme, je pars. Bon, d'ailleurs, il est parti, ça nous fait des vacances. Mais on a récupéré quelqu'un de pire, M. Retailleau. Mais vous voyez, sur les impôts, c'est la droite, quoi, que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est la droite. Ils ne vont pas les augmenter, on le sait. À partir du moment où M. Macron décide de ne pas mettre quelqu'un du NFP, qui que ce soit, mais de mettre quelqu'un plutôt à droite, et donc d'avoir besoin du soutien du Rassemblement national et des Républicains, eh ben on sait très bien comment ça va se terminer. Et c'est pas... Enfin, vous pensez vraiment qu'on aurait mis une personne de gauche et demie dans le gouvernement, ils auraient dit « Ah, très bien, on va faire une politique juste fiscalement ». C'est pas vrai. Et M. Barnier, entre ce qu'il vous dit et ce qu'il pourra vraiment faire avec ses nouveaux copains, moi j'attends de voir. Et là aussi, je pense que je peux parier 100 balles, encore 200 €. Hier, sur la gauche, Gabriel Attal a gagné du pouvoir d'achat, voilà, contrairement à tous les Français, et c'est bien dommage. Hier, Gabriel Attal, dans son discours, a tendu la main au Parti socialiste, justement l'idée étant d'être plus nombreux pour faire évoluer les lignes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réponse positive de la part de vos collègues du Parti socialiste? Monsieur Attal, c'est pas possible. Monsieur Attal qui criait sur le banc qu'il fallait sabrer encore plus dans les dépenses et qu'il fallait surtout pas augmenter les impôts.
Il a besoin d'aide du PS pour faire ça, mais moi je pense qu'il n'a pas besoin d'aide, il a déjà la Républicain et le RN. Il n'a pas besoin d'aide pour faire une énième loi sur l'immigration, il a le RN. Il n'a pas besoin d'aide pour porter toutes les idées qu'il a portées au gouvernement. C'est pas nous, ses partenaires. Sa ligne politique va de plus en plus vers la droite. Et qui ne va pas nous expliquer qu'il a besoin d'aide de la gauche pour aller plus vers la droite. Ça ne veut rien dire. Tous ceux qui sont un peu latéralisés ont compris que ça n'avait pas de sens. Mais ils ont une seule stratégie qui, celle-là, est constante, à la mairie de la constance, c'est d'essayer de nous faire porter le chapeau sur leurs propres errances, sur leur propre turpitude, mais qui se débrouillent avec leurs problèmes, enfin. Ils auraient pu nous nommer, ils auraient pu dire que c'était de notre faute, tout ça, là, ok, ça aurait été de notre responsabilité. Ils ont choisi de ne pas le faire, de faire autre chose. Et M. Attal a une lourde part de responsabilité, vous savez, parce qu'il avait dit que si c'était quelqu'un du NFP, il censurerait mécaniquement. Et ça, on ne lui a pas dit, c'est pas vous qui êtes un peu sectaire ? Vous n'êtes pas un peu sectaire, M. Attal, de dire ça ? Non, personne ne lui a posé la question. M. Attal, il dit, c'est pas le NFP, c'est la droite. Et après, on dit, c'est de la faute de la gauche qu'il faut aller infléchir la politique de droite. Enfin, en fait, ça suffit, quoi. Chacun ses responsabilités. Christelle, dernière question. Vous parlez de la censure. Une motion de censure va être déposée par la gauche. Est-ce que, après avoir écouté Michel Barnier hier, vous espérez qu'elle puisse être soutenue au-delà de la gauche ? Mais on voit bien que Marine Le Pen, c'est du pain béni pour elle. Quel intérêt aurait-elle à censurer M. Barnier ? La porte-parole du RN, hier matin, à la télé, sur une matinale concurrente de la vôtre, dit M. Retailleau dirait un porte-parole du Rassemblement national. Madame Le Pen, hier, applaudit le discours de M. Barnier en disant à la tribune « Oh, certaines idées sur l'immigration me rappellent un certain programme à la présidentielle. » Oui, le sien. Donc, mais vous avez entendu Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il dit j'ai des convictions depuis des années, je ne vais pas changer de conviction parce que le Rassemblement national. Oui, c'est même pour ça qu'il a été nommé à l'Élysée. Donc voilà, ils sont à la course à l'échalote avec le RN, qui leur distribue des petits sucres en mode servilité. Moi, je suis plutôt du front républicain que de l'affront républicain. Ce qu'ils font est déplorable. Ils déroulent le tapis rouge à une arrivée possible du Rassemblement national en 2027 au pouvoir. Mais c'est ce que j'avais dit à M. Macron. On m'a beaucoup dit quand vous l'avez eu au téléphone, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que vous aimiez pas le programme du NFP, ça on a bien compris, c'est pas ça qu'on vous demande. Mais je veux que vous ayez conscience, et on en reparlera un jour, que le fait que vous fassiez non seulement une continuité de votre politique, mais même du macronisme en pire, conduira en 2027 au pire. Et ce ne sera pas la peine de venir me chercher avec ma veste verte entre les deux tours pour dire au secours, les Français n'ont pas compris. Les Français ont très bien compris. Il n'y aura plus de Front républicain ? C'est ce que vous dites ? Mais moi, je serai toujours là. Mais les Français, vous voyez bien, comment on fait pour les motiver à aller voter pour ces gens-là une fois de plus ? Ils ont piétiné le vote des Français, ils ont piétiné le Front républicain, ils font la courte échelle à Marine Le Pen. Regardez le visage, il faut regarder le visage des gens quand M. Barnier parle. Madame Le Pen, elle est satisfaite, elle fait semblant sur l'immigration qu'elle aurait fait un peu plus, mais enfin, c'est clair pour tout le monde, non ? Alors, merci. Un dernier mot, vraiment. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous prépariez la suite. Ça veut dire que vous attendez la chute du gouvernement Barnier pour proposer un nouveau candidat du nouveau Front populaire aujourd'hui ? Si c'est pour enlever Barnier, pour mettre Retailleau ou Jordan Bardella, je préfère qu'il reste, je vais vous le dire tout de suite. Mais moi, oui, je prépare avec les collègues du nouveau Front populaire le prochain gouvernement qui doit être de gauche et écologiste. Et surtout, puisqu'on a compris que même gagner des législatives ne suffisait pas à pouvoir mener notre politique, c'est la présidentielle qu'il faut préparer. Et il y a une seule recette, un candidat unique. La préparer ensemble, avec un candidat unique. J'ai le mérite de la constance, je le dis depuis très longtemps. J'avais fait une interview déjà au JDD en mai 2023. J'étais la première des chefs de parti à dire oui, il faut un candidat unique. Et non, je ne fais pas du fait qu'il soit de mon camp un préalable. J'attends qui pourrait être Jean-Luc Mélenchon, ce candidat. J'attends la même clarté des autres. Merci Marine Tondelier, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Ah ben là oui. Et la une